On va parler du coup IA et marketing avec quelques cas d'usage qui sont bien précis. Parce que voilà, évidemment, il y a en ce moment beaucoup d'actualités autour de l'IA, autour des sujets, des outils qui peuvent sortir, des différents cas d'usage à appliquer au marketing. Et donc, du coup, aujourd'hui, je suis avec Henri Grouès, qui est responsable acquisition chez Pledzi, qui va du coup animer cette conférence avec moi et on va vous partager ensemble les quelques cas d'usage qu'on a et en tout cas nos cas d'usage préférés en essayant de partager des bonnes pratiques. Si vous en avez d'autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore aussi une fois à rebondir dans le chat, à nous partager les vôtres, pourquoi pas, ou à corriger si on dit des bêtises, parce qu'après tout, on est tous en train de découvrir aussi un petit peu le sujet. Et il y a peut-être des choses à optimiser dans ce qu'on va vous partager aussi. Voilà. Bon, du coup, Henri, évidemment, toi aussi, tu es un membre des premiers temps de la communauté. Donc, on se connaît bien tous les deux, d'autant qu'on a déjà fait des webinaires aussi, que ce soit pour Pledzi ou des épisodes de podcast ensemble. Est-ce que tu peux peut-être aussi rapidement te présenter, du coup, pour les personnes qui sont là et qui nous écoutent? Oui, avec plaisir. Alors déjà, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, c'est Parfait. bon? OK, nickel. Alors j'ai mis un casque parce que j'ai des petits bruits, donc n'hésitez pas à me le dire. Oui, avec grand plaisir, je suis hyper content d'être là. C'est vrai qu'on se connaît un petit peu, parce que nos parcours sont croisés à plusieurs reprises. Moi, je suis Henri, donc je suis responsable acquisition chez Pledzi. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore Pledzi, Pledzi, c'est un outil de marketing automation B2B et français, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc voilà, je suis très content de pouvoir vous partager mes retours d'expérience, les tips et surtout les mauvaises pratiques que j'ai pu avoir aussi. Ouais, carrément. J'allais dire, c'est ce qu'on disait. En même temps, voilà, on découvre aussi en allant, et c'est ce que j'aime bien répéter aussi, mine de rien, depuis ce matin, sur toutes les conférences. Ce sont des retours d'expérience aussi. C'est des choses qui marchent ou moins bien d'ailleurs dans certains contextes, et peut-être que dans d'autres contextes, ça marcherait pas tout à fait comme ça. Donc voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi un petit peu comment font les uns et les autres. Donc du coup, je le dis, on va faire cette conférence-là tous les deux, sachant que bon, j'aimerais présenter rapidement aussi, ça fait 3 fois que je le fais aujourd'hui, mais après tout le monde n'était pas là forcément depuis le début, même si je vois, et c'est trop cool dans les commentaires qu'il y en a qui font le marathon, et bon, mine de rien, ça fait super plaisir, parce que c'est aussi une forme un petit peu de validation de ce qu'on essaie de vous apporter sur cette journée, donc c'est très chouette. Donc moi, Axel KLK, je suis créateur du Café du Market, qui est une communauté dédiée aux marketeurs B2B. C'était un podcast avant d'être une communauté. Moi, ça fait 3 ans que je suis indépendant et que j'accompagne des boîtes sur les sujets market et com aussi. Et du coup, je fais ça à côté, on va dire, c'est dans le cadre de mes activités. Du coup, l'IA me file pas mal de coups de main, donc c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et avant ça, du coup, ça fait 10 ans que je fais du market et de la com. J'étais responsable market et com pour un éditeur de logiciels B2B. Voilà un petit peu sur les présentations. Sachant que on va attaquer tout de suite le vif du sujet avec la première question. C'est un peu le premier sujet que je voulais te poser, Henri, et puis après je donnerai aussi mon avis pour le coup. C'est quelles IA utiliser, un petit peu quelles sont les IA que toi tu utilises au quotidien, parce que c'est vrai qu'on Ouais. voit des outils qui popent de partout, et puis derrière il y a ChatGPT qui va faire une mise à jour et ça va dézinguer tout le marché. Donc sur quoi tu mets un peu ton focus toi sur les sujets d'IA? Ouais. Alors c'est vrai qu'on a tendance à tous, se noyer, à avoir très peur. Il y a un FOMO énorme autour de l'IA. Je crois qu'il y a aucun marketeur que j'ai pu rencontrer ces derniers mois, qui se dit pas à la traîne sur l'IA, alors que je pense qu'on a tous des bonnes pratiques. Et chacun on a nos outils, donc c'est ça qui est cool aussi. Moi je suis très ChatGPT, pour le coup. Je vais expliquer pourquoi et peut-être j'aurai l'occasion d'en revenir aussi, durant tout ce live. En gros, moi j'ai voulu me spécialiser sur une IA, particulièrement. Celle qui était la plus prometteuse dès le début. Donc voilà, j'ai pris ça aussi par défaut. Et en fait, ça a beaucoup accéléré, ça a beaucoup changé sur les 18 derniers mois. C'est assez incroyable. Et les usages aussi qu'on peut en faire ont beaucoup évolué à travers les mois. Donc vous avez pu certainement le voir. Et il y a d'autres IA qu'on peut utiliser aussi chez Pledzi, notamment je pense à Claude sur d'autres aspects. Moi, particulièrement, c'est pas forcément celle que je préfère le plus pour plein de raisons. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de te proposer tout ce contenu gratuitement, et ce partenaire c'est Pledzi. Pledzi, c'est tout simplement mon logiciel de marketing automation préféré. On le sait, quand on est marketeur B2B, qu'on fait du lead nurturing, du marketing automation, l'entretien des workflows de nurturing, c'est une vraie gageure. Quand on crée des nouveaux contenus, il faut aller les mettre à jour, modifier les emails, créer des nouveaux scénarios, bref, ça prend vite beaucoup de temps. Là où Pledzi est très malin, c'est qu'ils ont créé en fait une campagne intelligente où quand tu vas intégrer un nouveau contenu, tu vas simplement le scorer, le taguer, et les workflows vont venir se mettre un petit peu à jour tout seuls, et pour envoyer le bon contenu à la bonne personne au bon moment. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'en plus ils ont une équipe au top qui est vachement sympa, et du coup c'est un vrai plaisir de travailler avec eux, et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site pledzi.co.
Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Voilà, on va les évoquer, je pense. Ouais, on aura, j'imagine, on aura le temps d'en parler. Et tu vois, je trouve que, alors tu as dit des choses vachement intéressantes. Alors moi, personnellement, je suis un gros fan de chat, enfin un gros fan, non, je suis un gros utilisateur aussi de ChatGPT parce que ça a été Ouais. un des premiers, évidemment en payant, sur une licence premium. Ça a été, bah, enfin, c'est un peu lui qui a pété quand même le marché, même si on parlait d'IA depuis un Ouais, moment, côté LLM, donc totalement. sur les large language models, c'est ça, les génération de contenu, enfin génération de réponses en tout cas. C'est quand même un peu lui qui a ouvert les portes, ouvert les vannes à plein de nouveaux usages. C'est vrai qu'on pourrait parler de Perplexity, de Gemini, de Claude, et puis après on rentre aussi dans des outils, des cas d'usage un peu plus précis. Si on va, par exemple, on a parlé de Jasper aussi ce matin, Ouais. là, qui sont liés au contenu. Tu l'as dit, il y a beaucoup de FOMO, et tu vois, moi je pense que c'est aussi un petit peu un truc que je disais ce matin quand on parlait de la stack marketing, construire sa stack. Et tu vois, j'ai sorti un épisode de podcast là, il n'y a pas longtemps avec Jordan Chenvier-Truchet de Bulldozer, Mmh. aussi, qui était passé dans la communauté. Et je rejoins un peu ce qu'il disait aussi là-dessus, c'est que lui, il a pris cette posture aussi de dire c'est pas grave de ne pas être un early adopter. Au Ouais, final, parce que quand on veut être parmi les premiers à adopter un outil, bah, forcément, il y a ce FOMO, on court partout, des fois un peu en dépit du bon sens, même à vouloir ajouter des outils pour dire d'ajouter des outils. Et puis en fait, on va partir sur un outil, et puis 2 semaines après, bah, c'est ce qu'on disait, ChatGPT sort une nouvelle fonctionnalité, et puis bah, en fait, l'outil, du coup, ouais, derrière, c'est ça exactement ça. marche plus, tu as pris une licence, tu l'as rentré dans tes process. Enfin, ouais, je pense que c'est important d'essayer justement aussi de rester un peu calme, de voir que évidemment il y a un potentiel, il faut s'y mettre. L'idée, c'est peut-être aussi de remettre un peu à plat les process, reprendre les objectifs marketing et les objectifs trimestriels, de voir où est-ce qu'il y a un petit peu des goulots d'étranglement, de la perte de productivité, ou en tout cas on pourrait aller plus vite. Et à ce moment-là, de voir s'il y a, c'est un outil qui pourrait répondre à ces enjeux-là. Peut-être qu'il y en a d'autres d'ailleurs, mais d'aller un petit peu donner de l'aide sur les choses qui sont répétitives ou sur les goulots Mmh. d'étranglement ou des choses qui sont très chronophages parce que ça, effectivement, ça permet, mais qu'on fait de façon récurrente. Et à ce moment-là, de l'intégrer dans les process de façon intelligente. Et déjà, comme tu l'as dit, et c'est ce qu'on fait un petit peu tous les deux, je pense, Ouais. c'est ChatGPT. Enfin, c'est les IA un petit peu généralistes qui ont un gros potentiel, qui peuvent intervenir sur plein de cas d'usage différents. Et si je devais repartir de zéro sur l'IA aujourd'hui, je ferais pareil. Tu vois, au final, c'est Ouais. déjà intégrer un peu de chat GPT, un ou deux cas d'usage, identifier un ou deux cas d'usage qui apportent un peu de valeur. Et ça permet déjà aussi de prendre un- en tout cas une première appétence sur l'IA, quoi. Ouais, complètement. Et en fait, on avait fait un live également et on avait un petit peu perçu ça comme étant les tendances clés aussi de cette année. Et en fait, on voyait bien que c'était hyper démocratisé l'usage au quotidien chez les marketeurs. En fait, on est vraiment une population, pour le coup, qui est touche à tout et c'est ça qui est super intéressant. Et pour autant, on est des populations qui l'utilisent le plus, mais qui est la moins rassurée par rapport à son usage. Et c'est aussi ça qui était intéressant quand on a vu les chiffres ensemble, c'est qu'on se disait: «Attends, c'est pas possible, et quels sont les types d'usages?» Et creuser un peu plus cet aspect-là. Et en fait, c'est marrant parce que tout le fil rouge, de la journée aussi, à chaque fois, on revenait un peu sur la thématique de l'IA, que ça soit sur l'organisation, que ça soit sur la production, que ça soit sur la stack. En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve partout et pour autant, c'est quelque chose sur lequel on sent qu'il y a un malaise, général donc d'où, l'intérêt de faire aussi ce live, je trouve ça très cool. Ouais, mais en même temps, effectivement, tu peux, en fait, c'est ça qui est surtout intéressant, c'est qu'en fait, nous, au market, tu peux l'intégrer partout. Enfin, il y a plein de petites touches où tu peux en mettre pour gagner en efficacité, mais ne serait-ce que pour brainstormer, quoi. Et après, dans tous les process, et on voit bien que ça a de l'impact. Pour l'instant, on mesure clairement pas encore, et c'est encore que le tout début. Et dans 2 ans, on aura certainement un discours qui est très différent. Ouais, Et ce sera intégré. Il y a une puissance qui est phénoménale. Et en même temps, on en voit le potentiel, mais on n'en mesure pas encore tout. C'est ce qui fait aussi peut-être qu'on en a un peu peur, mmh, tout en ayant hâte d'y toucher, clairement. quoi. Donc justement, bon, pour cette petite introduction, pour essayer l'idée, c'est aussi d'essayer encore une fois, de redescendre un petit peu. Ouais, Encore une fois, on partage tous un peu les mêmes inquiétudes et aussi un peu d'excitation autour de ça. ouais, L'idée, c'était de la conférence d'aujourd'hui, c'était de vous partager un petit peu des cas d'usage concrets, comment nous on l'utilise au quotidien et comment on gagne du temps grâce à ça, autour de 3 thèmes. La génération de contenu, le SEO, plus ou moins liés, et après data et IA, sur le sujet effectivement de l'usage de la data. Et donc l'idée, c'est qu'on voit déjà les premiers cas, génération de contenu. Euh, alors du coup, politesse oblige, je vais commencer par moi, Henri. bah oui, je t'en Je vais prie. te prendre la parole. Non, mais alors, moi, le premier cas d'usage, en fait, c'est je vais repartir un petit peu d'un constat. C'est pour vous brosser un petit peu le contexte. Du coup, moi, j'ai un podcast, le Café du Market, qui est un podcast hebdomadaire qui dure depuis 3 ans. Et du coup, euh,
Alors, ben, on va effectivement, on va rebondir là-dessus, Maud. Donc moi, j'ai ce podcast-là qui sort tous les mardis depuis 3 ans. Et à chaque fois, je fais la même chose. Il me faut un titre, il me faut une description pour les plateformes d'écoute, il me faut un post LinkedIn pour en faire la promotion, et puis en fonction des différents sujets des épisodes, potentiellement, je vais en tirer une édition de newsletter et tout que je publie le jeudi ou pas. Bon, ça, c'est à voir, mais en tout cas, c'est un truc qui est récurrent. Et donc, à chaque épisode, je fais la même chose. Ça prend du temps et j'ai besoin toujours des mêmes éléments. Et donc, c'est là que je me suis dit, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller plus vite pour sortir ces contenus? Et donc, en fait, moi, mon cas d'usage, et c'est pour ça que j'aime bien ChatGPT, c'est qu'en fait, j'ai créé un GPT personnalisé. Dedans, dans la base de données, je lui ai mis 70 éditions de ma newsletter. Je lui ai mis des références d'épisodes avec les descriptions, avec les titres. Et là, le but, et c'est là que c'est vachement intéressant quand on fait des GPT personnalisés, c'est que du coup, le but, c'est qu'il apprenne de tous ces éléments-là pour, à la fois, il y a la connaissance marketing, mine de rien, que j'ai pu mettre dedans, et puis il y a surtout ma façon de rédiger, qui est un peu, j'allais dire mon brand book du coup, mais tu vois, le tone of voice, la façon que j'ai de tourner les phrases, c'est bête, mais ma newsletter, les épisodes de podcast, c'est toujours du tutoiement. C'est pédagogique, c'est concret, direct. Voilà, des fois, il y a des en version payante, Stéphanie, la première licence. Et, et effectivement, du coup, cette base de données-là, ça fait en sorte que la façon de ce que va me rendre ChatGPT, c'est adapté à la façon que moi j'ai de m'exprimer. Donc derrière, ça va gagner aussi un petit peu de temps. Et en même temps, ça vient enrichir aussi avec un peu d'expertise sur les sujets qui sont les sujets de la newsletter. Et donc ça, c'est comment j'ai construit mon GPT. Et je lui ai donné un prompt qui est dans le GPT aussi, qui va lui dire, voilà, tu es un assistant podcast, voilà, marketing, voilà la cible de l'audience. Du coup, tu écris pour Axel Kaetka, qui a tel podcast, tu as en bas 70 éditions de newsletter, et du coup, à chaque fois que je vais te soumettre un fichier de transcription d'épisodes de podcast en .txt, donc ça c'est quelque chose qui m'est fourni par les logiciels de podcast, à chaque épisode, j'ai la transcription en .text, et du coup, je lui dis, quand je te fournis ce format-là, sur la base de ce qu'il y a dans le fichier TXT, je veux que tu me donnes X 5 propositions de titres pour l'épisode de podcast. Attention, le titre doit être accrocheur, court et exprimer clairement ce qu'on va voir dans l'épisode. Voici quelques exemples, et là, je lui remets quelques exemples. Point 2, je veux une description optimisée pour les plateformes d'écoute de podcast. Dans cette description, on doit retrouver une accroche avec un chiffre ou un fait un peu provocateur ou une citation. Ensuite, il va y avoir le corps où on va retrouver sous forme de points clés le contenu de l'épisode et ce qu'on va y apprendre. Et puis un CTA qui va donner envie d'écouter l'épisode. Et puis un post LinkedIn inspiré de la façon d'écrire le profil LinkedIn d'Axel Kaetka, machin, et 2-3 autres créateurs aussi d'ailleurs que j'aime bien pour mêler un peu les styles, pour avoir un truc qui est cool. Pareil, structure un petit peu de ce qu'on va retrouver dans un post LinkedIn. Et enfin, je veux un brief pour une newsletter avec les points clés, tu vois, la structure un peu d'une édition de newsletter sur la base de cet épisode. Et donc ça, maintenant, ce que je fais, c'est que du coup, quand je récupère un épisode de podcast, j'ai ce fichier texte, je vais glisser dans mon GPT et boum, 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 ça me dépile tout ça et c'est super quali parce qu'il y a toute cette donnée en fait sur laquelle il est entraîné par rapport à l'édition de newsletter. Et là, bon, c'est mon cas un peu particulier du podcast, tout le monde ne fait pas des podcasts, mais après tout, ça pourrait être duplicable pour des articles de blog. Voilà, vous êtes une entreprise, vous y mettez des archives d'articles de blog, et à chaque fois qu'on sort un article de blog, je veux que tu me sortes 3 posts LinkedIn sur tel sujet, enfin, tu vois, avec chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, et puis des posts LinkedIn à chaque fois, un post LinkedIn de promotion, et puis un gabarit de newsletter. Ça peut fonctionner pour des épisodes de webinaire, ça peut fonctionner pour quelqu'un qui aurait une chaîne YouTube, voilà, des choses comme ça, pour de produire un petit peu des éléments qui sont récurrents pour gagner du temps. Ouais, complètement. Voilà un petit peu, ça c'est mon cas d'usage. Je vois Maud qui disait, est-ce qu'il y a de l'automatisation dans l'IA ou est-ce qu'on utilise uniquement l'IA générative? Là, typiquement, c'est de l'IA générative, et du coup, c'est à chaque fois dans le chat GPT. C'est quelque chose, typiquement, enfin, on en parlera peut-être aussi dans le cas d'usage SEO, mais il y a des choses qui peuvent être effectivement automatisées par les API avec soit Zapier, soit Make, N8N, pour ceux qui sont peut-être un peu plus techniques, que moi j'utilise moins. Mais voilà. Je sais pas, Henri, si toi, tu voulais rebondir un petit peu sur ma façon Si, juste d'utiliser, mais
Je sais que toi, tu as un autre cas d'usage aussi, génération de contenu, à Ouais, partager, quoi. complètement et en fait, ce qui est génial, c'est que moi, je me vois, en fait, en tant que marketeur, il y a quelques années et en fait, ça, c'était, l'horreur. C'était hyper chronophage, voire on le faisait pas parce qu'on savait qu'en termes de roadmap, c'était pas possible, on pouvait pas l'intégrer, et souvent, on le confiait à des petites mains ou, sans dénigrer, mais où on l'externalisait beaucoup, en fait et ça coûtait très cher, et du coup, le contenu qu'on sait notamment moi, je suis en B2B, donc je suis bien placé pour savoir que le contenu, c'est vraiment clé, pour pouvoir gagner en crédibilité et monter aussi, derrière sur toute une stratégie de nurturing, on sait que c'est super clé et ce qui va être compliqué, c'est de délivrer. Et en fait, le premier pain d'un marketeur en B2B, pour bien les connaître aussi, c'est la création de contenu. Donc aujourd'hui, maintenant qu'on a des outils comme des IA génératives pour pouvoir produire du contenu en masse et rapidement, l'idée, c'est pas de produire en fait. C'est pas là où vous allez vous démarquer. Là où vous allez vous démarquer, c'est sur la personnalisation, la petite patte humaine que toi tu retouches, Axel, que tu ramènes à chaque fois dans tes contenus. Et en fait, quand on lit un contenu d'Axel Kaleka, en fait, on voit tout de suite que c'est toi. Tu as le ton, exactement, tu parlais du tutoiement, mais ça va bien au-delà de ça pour bien suivre aussi tes coms. Et en fait, ça va aussi être lié à comment vous avez entraîné vos IA génératives personnelles. C'est exactement ce que tu disais sur les projets. Et nous, on le fait carrément en intégrant des docs, mais on en intègre un paquet quoi, par projet et par thématique. Et également, on va beaucoup s'appuyer sur les brand books, des contenus très corporate ou autres qui vont donner des lignes conductrices pour rédiger. Et pour le coup, il le fait très bien. Donc ça, c'est très chouette. Et nous, on te suit complètement sur ta reco chez Plaisy et c'est ce que moi, je m'applique aussi. J'utilise aussi en lui disant, je veux que tu appliques des techniques de copywriting. Et donc, en fait, il les connaît. J'ai pas besoin c'est pas comme quelqu'un de junior à qui on va expliquer comment rédiger les techniques marketing. En fait, il les maîtrise. Et ça, c'est super intéressant et ça peut aller beaucoup plus vite. Par exemple, j'utilisais certaines techniques pass ou autres pour appuyer sur un pain de mes cibles et ça marche très bien. Ça, j'adore. Moi, j'utilise beaucoup aussi l'IA pour compléter sur la partie plutôt visuelle. En fait, c'est quelque chose qui est aussi un autre pain dans la création de contenu. C'est avant, en fait, je sais pas, j'ai l'impression que c'est préhistorique, mais ça l'est pas du tout. On allait chercher des banques d'images, on allait acheter des images, on galérait, on utilisait les vieux trucs, des générateurs d'images tout pourris, flingués d'il y a quelques années, et on n'était pas du tout satisfait. Et en gros, aujourd'hui, ChatGPT ou d'autres sont capables de pouvoir produire des images qui sont super qualitatives. La dernière version, c'est le cas notamment. Et c'est un gain de temps énorme pour moi, notamment aussi pour m'aider à structurer une pensée. En gros, ce que je veux vous dire, c'est souvent, c'est très difficile de faire passer des concepts compliqués à saisir. Vulgariser un concept, c'est pas si simple. Et en fait, avec ChatGPT, je peux lui demander, OK, concrètement, fais-moi une image qui synthétise en 3 secondes cette information. Et là, je vais souvent parler d'infographie. Et en fait, c'est pas super beau. Aujourd'hui, on n'est pas encore sur des standards où je prends la photo, boum, générée, et je la mets sur LinkedIn telle quelle. Mais par contre, ça permet de comprendre, OK, en fait, je n'avais pas du tout pensé à la façon de présenter cette idée-là sous cette forme. Je vais prendre mon Canva et je vais remettre en page l'image qui m'a générée. Et c'est super pratique. Moi, j'utilise beaucoup, beaucoup et de plus en plus. Également, ce que je vais utiliser, moi qui suis côté acquisition, en fait, on a un besoin en termes d'image pour les ads qui est juste démentiel. Quand je suis sur une verticale industrie, je ne vais pas utiliser les mêmes images que pour la verticale santé, etc. etc. Ouais, sauf que des images quali qui expliquent exactement ce que je veux montrer et sous l'angle que je veux, accrochez-vous quoi. Donc en fait, pour moi, ça a été ça a été un soulagement total de pouvoir générer enfin des images de bonne qualité. Souvent, alors ça reprend la question des outils et on vient de poser la question à l'instant de qu'est-ce qu'on pense des IA sur Canva. En fait, chaque outil va avoir un niveau de qualité qui est plus ou moins calqué sur voilà, ce qu'on attend d'eux. C'est rare d'avoir des images de qualité gratuites sur des licences gratuites. Voilà, je préfère le dire tout de suite. Moi, j'ai beaucoup testé Midjourney il n'y a pas très longtemps et les niveaux étaient largement au-dessus parce qu'on avait une finesse et surtout, on est capable aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, en quelques phrases dans un prompt, d'avoir une qualité exceptionnelle. Avant, ça nécessitait beaucoup de tests et de redemander encore, d'affiner. Et la prochaine étape, et là je suis en train de bosser dessus, mais on ne va pas forcément parler parce qu'il faut avancer, mais c'est la partie vidéo et c'est un élément qui est super clé. Et moi je pense en B2B, c'est vraiment le parent pauvre. La vidéo, on n'a pas le temps, on n'a pas le budget. ChatGPT notamment va certainement arriver avec une proposition, mais on voit du Google, on voit du Midjourney qu'il a lancé il n'y a pas longtemps sur de la vidéo. C'est terrifiant tellement que c'est beau. On a un boulevard, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu vois, alors, je rebondis effectivement, et sur le cas d'usage, IA image, c'est vrai que c'est enfin, c'est un pain, qu'on a parce que c'est pas forcément une enfin moi en tout cas,
je suis plutôt côté content aussi dans mes spécialités, tu vois, et je suis pas vraiment sur l'image. Par contre, ça permet du coup de faire plein de trucs. La vignette, tu vois, c'est con, mais ChatGPT a fait beaucoup de progrès aussi. Mais par exemple, alors vous vous êtes inscrit à l'événement, vous l'avez peut-être vu sur le marketing sans filtre. Bah, attendez, si je vous remets une image ici, tac, et je peux même peut-être faire un focus 2 secondes. Mais la petite tasse qui est en haut sur le logo du marketing sans filtre, ça a été fait par IA. Parce qu'en fait, bah voilà, moi, la déclinaison du logo du Café du Market que vous voyez en haut à droite, là, avec le petit bonhomme qui plonge dans la tasse, et bah, du coup, je lui ai donné ça à ChatGPT, et puis je lui ai dit, dans le même style que cette image-là, essaie de me générer une image avec une petite tasse à café et qui tiendrait un filtre dans la main, tu vois, pour marketing sans filtre. Mm. Et du coup, ça m'a fait un truc dans la charte de mon logo qui Mm. était canon, quoi, et que j'ai utilisé. Ouais. Et ça, bah, par rapport à ce que tu disais, d'ailleurs, tiens, il y avait une question dans la communauté hier là-dessus aussi, sur comment est-ce qu'on peut générer Mm. des images, tu vois, pour des articles de blog, pour les Mm. avoir aussi dans le ton de la marque et tout. Et moi, je l'avais fait, alors, cas d'usage pas professionnel, mais l'été dernier, tu vois, je me suis amusé avec Midjourney, parce que je trouve que pour l'image, c'est ce qu'il y a de mieux aussi, encore, à faire un livre pour enfants, pour Mm. mes enfants. Tu vois, où en gros, moi, j'avais écrit l'histoire et puis il me fallait des images d'illustration. Et Ouais. du coup, par contre, c'est comme ça que j'ai appris à utiliser un peu Midjourney aussi. C'est qu'en fait, quand on veut avoir des images un peu quali, Midjourney est très fort quand on lui donne, encore une fois, des images modèles. Et donc, en fait, générer plein de positions de petits garçons qui sont, tu vois, toujours habillés pareil et Ouais. tout, et dans plein de positions différentes. Et puis après, j'ai demandé de générer des fonds. Et puis avec Canva, j'ai assemblé les deux. C'est un peu ce que tu fais avec ton infographie, tu vois. Exactement. Mais à chaque fois, du coup, que je voulais le petit garçon, je lui remettais 3, 4, 5 images du petit garçon. Comme ça permet de cadrer l'imagination de l'IA. Ouais. Et du coup, en fait, derrière, je me suis dit, on refaisait des landing pages pour un client. Je me suis dit, et en fait, il avait plein d'images en base de personnes qui étaient en train d'utiliser sa solution et qui Mm. installaient aussi sa solution. Sauf qu'en fait, il n'avait pas les droits sur les images pour les mettre sur le site. Et du coup, bah, je me suis dit, mais attends, en fait, ça Mm. s'applique exactement à ce que je voulais. Et donc, en fait, je prenais ces images-là, 4-5 images, un Mm. peu similaires et tout. Je les ai mis dans Midjourney avec un prompt un peu détaillé en disant, je voudrais quelqu'un qui est en train de faire ça. En anglais, je trouve que c'est plus performant qu'en français. Bon, bref, ça a peut-être un peu changé depuis, mais et du coup, ça m'a permis de régénérer des images pour le site internet qui ressemblaient en fait à celles que j'avais, mais que j'avais pas le droit d'utiliser. Et du coup, ça Ouais. se fait trop bien, quoi. J'ai pas forcément du coup beaucoup suivi le chat par rapport à ce qu'on disait. Je sais Eh pas beh, si. c'est génial parce que ça rebondit exactement sur une question qui a été posée notamment sur, la gestion des droits, en fait, en tant que créateur de contenu initialement. Ouais. On sait que les IA vont pomper, en fait, des bases de données qui ont été enrichies grâce à des œuvres d'art ou en tout cas de la production Mmh. graphique. Qu'est-ce que quid, des droits? Et je pense que ça pose indirectement cette question-là. Moi, effectivement, il y a une sorte de un peu de flou, pour être honnête, voire pas de flou du tout parce que, Disney, comme peut-être vous certainement vous l'avez suivi, n'a pas du tout apprécié l'utilisation de ces codes graphiques qui lui sont propres. Il y a un petit potentiellement procès à la clé. Donc en fait, on est à un moment un peu charnière entre on va laisser les IA génératives croître et s'enrichir, notamment sur des modèles parce qu'ils sont libres, mais également des droits qui vont aussi s'opposer à la création parce que effectivement on va piquer des contenus quoi. Mmh. Moi je cacherai pas que je l'ai testé. En fait j'ai pris une image sur iStock, je lui ai demandé de modifier des éléments. Est-ce que les modifications étaient suffisantes pour dire que c'est moi qui suis à l'origine de la création. Grosse question, quoi. Donc là, effectivement, je ne sais pas si toi, tu as des infos là-dessus, mais c'est un peu Non, le vide. bah, là pour l'instant, comme c'est un nouvel outil et que ça se développe à fond, forcément tu as des vides juridiques, tu vois? Ouais, Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est pareil, il y a eu la question sur l'impact environnemental. ouais, Tu vois, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté les notes de réunion, sauf sur les trucs très importants. ouais, Parce qu'effectivement, ça va stocker un volume de données, en plus avec de l'image qui n'est pas forcément utile. Tu vois, par contre, sur les réunions importantes sur lesquelles j'ai besoin de compte rendu et tout, bah, là c'est utile, mais j'essaie de choisir. Donc, c'est encore l'enjeu d'essayer d'être responsable un petit peu par rapport aux data, quoi. Mais on gratte un peu la surface encore pour l'instant de ces sujets-là. mmh. Et donc, voilà. Mais c'est une bonne question, effectivement. Ouais, je pense que c'est quelque chose aussi, on est censé, enfin, il faut en tenir un peu compte aussi quand on veut. Et puis après, il y a cette question de est-ce qu'on se dirige vers la fin des équipes com et graphistes? Moi, je pense pas, tu vois, parce que encore une fois, ça m'a permis de décliner, mais mon logo à la base, enfin le logo du Café du Market à la base, il a été fait avec un graphiste. C'est comme pour le SEO, est-ce que c'est la fin des rédacteurs? Je pense pas. C'est un assistant. Après, l'idée, la créativité de base, il faut encore l'avoir. Et puis quand on veut pousser l'usage et avoir des choses vraiment différenciantes,
L'IA, c'est très bien quand c'est entraîné sur des modèles ou que c'est basé comme ça. Générer de zéro, en fait, je pense que ça va niveler le niveau de base. Mmh. Par contre, les exigences de base qu'on peut avoir, ça va mettre un petit peu la barre un peu plus haute sur le niveau de base. Et quand on veut pousser plus loin, il y a plein de designers qui travaillent aussi avec de l'IA et qui du coup font des trucs de fou, mais que nous, on n'est pas capable de faire, quoi. Donc, comme quand on voit les photos stock sur un article pour illustrer un article de blog, évidemment, là-dessus, c'est un peu le cas d'usage qu'on donnait. Et là, pour le coup, pour les banques d'images, peut-être que ça va jouer un rôle, mais c'est pas sur les trucs non plus sur lesquels on fait intervenir un designer, quoi. Complètement et je pense que le bon goût, n'a pas d'automatisation. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire des choses très moches à partir d'IA, et les gens vont être très satisfaits de ce qu'ils font, mais c'est affreux. Donc en fait, l'œil aussi artistique, on l'a pas. Et malheureux c'est malheureux, mais c'est comme ça et je pense que, effectivement, tu as raison, ça va niveler, ça va éviter le musée des horreurs. Mais par contre, à côté de ça, se différencier, ça va être encore plus compliqué, avec l'automatisation à l'IA et c'est là où on va devoir faire mouche. Donc Mmh. humain à 100%. Très cool. Et du coup, on va embrayer sur le deuxième sujet avec les cas Ouais, d'usage SEO. Et je pense que Marie, ça va répondre à ta question ouais. aussi par rapport aux problèmes de ponctuation ou de trucs comme ça, en tout cas de génération de texte par l'IA. Parce que du coup, premier cas, cas d'usage préféré SEO. Encore une fois, bon, je vais ouvrir parce que le mien, je pense qu'il est un peu classique dans la génération de contenu. Et du coup, Marie, tu vas voir que par rapport à ce que tu disais, effectivement, moi, je l'utilise beaucoup en assistant et pas uniquement en génération. Parce que si c'est juste pour dire, vas-y, génère-moi un article optimisé pour ce mot-clé-là, et puis attendre un résultat, là, effectivement, il va y avoir des problèmes pas forcément de contenu dupliqué, même de contenu assez superficiel, pas forcément très intéressant. Et encore une fois, Jordan, dans l'épisode qu'on a fait il n'y a pas longtemps, on parlait SEO, SIA, et lui, c'est ce qu'il disait sur les gros volumes qu'ils ont pu produire. Mmh. Ils se rendent compte que ce qui est intégralement généré par IA, ça rank moins bien que ce qui est produit par un humain et que ce qui est produit par un humain avec un assistance IA. Mmh. Et par contre, entre l'humain plus IA et juste l'humain, il n'a pas forcément observé de différence. Donc, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on entend par humain assisté par plus IA? Typiquement, moi, quand je dois produire un contenu SEO, ce que je vais faire, c'est que, encore une fois, moi, je me base à chaque fois sur des GPT personnalisés. C'est-à-dire que je crée un GPT dans lequel je vais mettre du contenu d'expertise qui correspond, par exemple, à l'expertise de mon client avec des offres, des personas, des choses comme ça, pour aller enrichir un petit peu ça de données d'experts. Et à partir de là, du coup, une fois que j'ai créé mon GPT avec ma base de données, je vais rentrer dans une conversation où je vais aller lui dire, moi, ce que je fais typiquement, j'ai identifié un mot-clé, et je vais dire, je dois travailler un article sur cette thématique pour cette cible. La thématique de l'article global, c'est ça, et le mot-clé sur lequel il doit être optimisé, c'est ça. Après analyse de la SERP et de ce qui peut être fait sur le site des Mmh. concurrents, quel plan proposerais-tu? Et donc là, je vais laisser ChatGPT me générer un plan. Moi, en parallèle, j'ouvre la Google, je vais taper mon mot-clé dans la SERP, je regarde ce qui sort. Mmh. J'ai aussi un petit peu d'expertise sur les sujets et donc j'ai une idée un petit peu quand même de ce que je voulais apporter dans mon article. Et donc, ça va me permettre d'aller challenger un petit peu le plan de ChatGPT. Et ça, Mmh. c'est aussi un très bon truc de lui dire, c'est OK, ton plan, quelle note tu lui donnerais sur 10 pour l'optimiser sur ce mot-clé-là et qu'est-ce que tu améliorerais? Et moi, je lui dis, moi, j'aimerais bien rajouter potentiellement telle thématique, et pas forcément faire ce chapitre-là. Et donc là, boum, 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 on va ressortir un plan d'article. À partir de là, soit moi, j'ai l'expertise métier, soit j'ai un expert interne qui est mon interlocuteur, Mmh. ou alors ça peut être aussi sous forme d'interview, voilà, d'aller chercher des trucs, mais moi, je vais toujours chercher un petit peu du contenu d'expert. Et Mmh. donc, typiquement, ce plan, je le fais challenger par un expert et je lui demande de me faire une note vocale. Si c'est un expert interne, si c'est moi, je suis capable de le faire tout seul. Et du coup, d'aller dire, voilà, c'est quoi pour toi les points clés, sujet A, sujet B, enfin chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Et donc là, l'expert, il va aller venir enrichir un petit peu ça avec une note vocale. Et donc à partir de là, boum, transcript. Et donc ChatGPT, sur la base de cette matière, est-ce que tu pourrais me rédiger le chapitre 1 en suivant le tone of voice de la marque que tu peux avoir en base? Boum, et il te sort un chapitre 1. Pareil chapitre 2, pareil chapitre 3, pareil chapitre 4. Et je le fais chapitre par chapitre, parce que comme ça permet d'avoir des contenus qui sont un peu plus longs. Parce que si on lui demande de faire l'article d'un coup, on est limité par le nombre de tokens, et du coup, souvent les articles, enfin les chapitres ne sont pas forcément très longs. Et une fois que ça c'est sorti, je récupère l'article, et là, je vais remettre un petit peu les mains dedans. Ça permet de jouer sur la ponctuation, ça permet potentiellement d'aller challenger un chiffre clé s'il existe vraiment, parce qu'il faut se méfier des hallucinations. Ça permet d'aller modifier quelques tournures de phrases.
mettre des bullet points ou en supprimer si c'est nécessaire à certains endroits quand c'est pertinent. Et là, on a un contenu, du coup, SEO optimisé, IA plus humain. Et moi, de mon côté, ça performe et ça marche bien, quoi. Et ça, typiquement, du coup, Marie, pour revenir sur ta question de l'automatisation, c'est quelque chose, typiquement, qui pourrait être plus ou moins automatisé. Si tu voulais le faire entièrement sans mettre de contenu d'expert, c'est quelque chose que tu pourrais automatiser avec les API. Moi, je l'avais fait au début avec les API de ChatGPT et puis Make, où effectivement, j'avais un Airtable, donc où ça pourrait être un Google Sheet en fait, hein, dans lequel j'avais la thématique et le mot-clé. Et puis du coup, j'avais fait un scénario où en fait, Make allait dans Airtable prendre la thématique et le mot-clé, il allait demander à ChatGPT de générer un plan. Une fois que le plan était généré, il allait demander de faire premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, quatrième chapitre. Et à la fin, il allait concaténer toutes ces réponses et les remettre dans Airtable. Et du coup, j'avais un article qui était pré-rédigé. Et là, à ce moment-là, je faisais intervenir l'expert aussi pour lui dire, bah, du coup, vas-y, annote, machin, rajoute-moi deux, trois expertises à deux, trois endroits. Et après, c'était publiable. Donc ça, c'est quand même une façon d'automatiser qui peut être assez bonne, quoi. Ouais, c'est clair. Henri, je ne sais pas si tu voulais soit rebondir sur ce cas d'usage, mais je sais que toi, Ouais, aussi, rapidement. tu l'utilises, même SEO plus avancé que ça sur certaines optimisations. Ouais, effectivement. Alors nous, on est totalement alignés, enfin, en termes d'usage par rapport à ce que toi tu fais. La même chose, effectivement, on rajoute aussi un regard très humain à chaque fois, à chaque, niveau, à chaque étape que tu viens de décrire, donc c'est chouette. C'est exactement ça. Moi, effectivement, dans la partie SEO, il y a la partie production, il y a la partie aussi optimisation des contenus existants. C'est quelque chose que je mène, tout seul, aujourd'hui. Précédemment, effectivement, on avait, de la prestation externe, et en fait, l'IA a beaucoup aidé pour le coup. C'est quoi? C'est, moi, je vais beaucoup m'aider à comprendre en fait quelle est la structure, le cocon sémantique. En gros, je vais demander à l'IA d'analyser tout un ensemble de pages, et de pouvoir me construire justement les liens qui peuvent se faire entre, différents topics. C'est super dur quand, par exemple, les nous, on a plus de 900, je crois, on a dépassé les 1000 il n'y a pas très longtemps de contenu disponible sur le blog. C'est super riche, et en fait, c'est compliqué, d'avoir une vue globale et surtout de pouvoir injecter des liens pour construire justement ces cocons. Donc les cocons, pour résumer rapidement, c'est des thématiques en fait qui permettent de lier et renvoyer en fait des performances SEO en quelque sorte, construire de la performance autour de thématiques. Et ça, c'est vraiment très compliqué sans avoir l'IA. C'est très long. L'autre élément, c'est quoi? Ça va être là, tu parlais tout à l'heure d'outils externes, notamment NU10, on va en avoir d'autres, Make ou autre. Moi, j'ai pas mal fait de tests aussi, parce que qui dit autant de contenu, dit souvent aussi des méta-titles, des méta-descriptions qui sont à revoir. Et quand on a 900 méta-titles ou descriptions à revoir, c'est à se flinguer. Un par un, fichier Excel, c'est l'horreur. Donc en fait, moi, je me suis dit, mais je peux pas passer ce temps-là, c'est juste pas, et je peux pas demander ça à un alternant ou un stagiaire, c'est ignoble. Je vais Joli et la stage. personne, voilà, Ouais, ouais. par décence professionnelle, je pouvais pas demander ça. Donc en gros, ce que j'ai essayé de voir, c'est comment je pouvais l'automatiser. Donc j'ai utilisé effectivement, il y a des outils qui permettent de connecter les IA génératives avec, par exemple, Google Sheet, c'est ce que moi je fais, et je lui ai mis toutes les URL et je lui ai demandé de analyser page par page, synthétiser, trouver le mot-clé principal, aller le challenger et réécrire mes titles et descriptions. Et ça, sans l'IA, ça m'aurait pris une semaine ou deux, quoi. Et là, ça m'a pris 30 minutes. Et, en fait, c'est ça qui va être super intéressant, c'est aussi comment, en termes de construction et de réflexion, les actions qu'on pouvait mener opérationnellement avant, à la main, on peut les automatiser d'une manière ou d'une autre. Et ça, en fait, je m'en suis aperçu tout ça dans mon coin. En fait, je me suis dit, ça, c'est un pain chez moi. J'avais pas vu qu'il y avait un template pour faire ça, et je me suis lancé et puis j'ai testé et ça a marché. Je pense que c'est ça qui est hyper intéressant, et aussi, ce qui va être très cool, c'est de repérer les mots-clés sur lesquels on a identifié qu'il y avait un besoin. C'est ce que tu disais à l'instant, Axel, c'est que les mots-clés vivent. En fait, on va avoir des volumétries qui augmentent, d'autres qui diminuent. Il faut être parfois assez malin et réactif. Je pense à des mots-clés, par exemple GEO, pour le Generative Engine Optimization, qui est l'équivalent du SEO, mais côté IA. En fait, c'est un nouveau terme. Il faut faire vite si on veut surfer sur la vague. Et donc, du coup, moi, je me suis beaucoup aussi appuyé sur l'IA pour ramener des parties supplémentaires dans des articles existants. Mmh. Tiens, on va creuser un petit bout qui était en besoin sur un article, ben, on va le renforcer grâce à de la production IA modifiée aussi à la main un petit peu sur le côté. Ouais, Je ne sais pas ça si c'est c'est suffisamment clair. ouais, c'est super intéressant. C'est effectivement pour aller voir comment est-ce que tu peux aller compléter un article existant. Typiquement, bah, tu vois que tu es en page, enfin, tu es en page 1, mais tu es entre la 4 et la 10. Tu voudrais pouvoir aller chercher plus haut. Bah, tu peux effectivement demander, tiens, voici mon article. Comment est-ce que je pourrais faire par rapport à la concurrence pour essayer de gratter les places qui me manquent, quoi.
Enfin, Ouais, en le complètement. formulant comme il faut, quoique en écrivant comme ça peut Ouais, passer ça marche aussi. aussi, complètement. Et ce qui est génial et ce qui m'a fait beaucoup gagner de temps aussi, c'est la synthétisation, des différences entre articles, concurrents. En fait, je mets toutes les URL boum, boum, boum de mes concurrents sur une thématique et je lui dis: «OK, c'est quoi qui, potentiellement selon toi fait que, telle URL qui est en première position et rank en premier. Mmh. Est-ce qu'il y a des parties que tu vois nulle part ailleurs?» Et donc ça, c'est très cool et ça fait gagner un temps, monstrueux, quoi. Ouais, on va en parler un petit peu après sur l'analyse concurrentielle, mais c'est vrai que même en termes de SEO, tu vois, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, potentiellement lui donner, les blogs des concurrents, tu vois, ou les sites des concurrents et Ouais, puis lui demander un peu quelles sont les thématiques qui sont abordées. Est-ce qu'il y a des trous dans la raquette par rapport à mon persona et où est-ce qu'il peut situer mon expertise, tu vois? Sur lesquels on pourrait aller se positionner pour essayer de récupérer justement un petit peu l'aspect différenciant, quoi. totalement. Henri, ton cas d'usage, plaît beaucoup, et on nous demande, tu as parlé de template justement, Ouais. sur les ouais, je vois que tu as répondu donc N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et j'essaierai en DM de vous partager tout ça. Parfois, il y a des trucs, voilà, c'est un peu bancal par moment, mais si ça marche pour moi, ça peut marcher pour vous, donc avec grand plaisir pour partager. Ouais, je vois qu'on nous questionne aussi sur les agents IA, tu vois? Moi, c'est vrai Ouais. que j'utilise beaucoup les GPT personnalisés dans l'interaction. Mais je sais pas si toi, tu as un retour du coup, Henri, sur la différence, GPT personnalisé, agent IA, comment tu l'utilises? Ouais, Ouais. en fait, c'est un mot qui est alors on adore la hype et les mots, et le FOMO, on adore appuyer sur ça, côté market et on est bien placé pour le savoir. En fait, les agents IA, c'est aussi alors il y a au-delà du FOMO, et de la hype, c'est quelque chose en fait, c'est l'intégration de l'IA dans des plateformes qui vont avoir une spécialisation. Là, on parle de générative, et globale et en fait, les IA, agents IA, c'est un usage, une typologie d'usage spécifique et on va l'entraîner, on va le surentraîner, cette IA, pour répondre à ce besoin. Je pense on va avoir beaucoup de solutions, alors on en parlait tout à l'heure, donc c'est cool. Ça fait un go back. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que notamment en SEO, on a de plus en plus de solutions qui permettent de, renforcer, optimiser quasiment automatiquement en enrichissant avec des mots-clés, restructurer un contenu. C'est très cool, mais en fait, ça remplacera pas le côté, humain et la réflexion derrière le contenu. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a aussi des évolutions énormes en termes de SEO, avec l'arrivée notamment, des modes de ranking sur les, IA génératives et qui va un peu rebattre un peu les cartes des critères pour pouvoir être bien référencé et générer du trafic. Et donc en gros, la question, ça va être de se dire: «De quoi j'ai besoin? Quelles sont les attentes de mes, prospects et à quel moment et où elles vont chercher ces personnes-là l'information?» Est-ce que les contenus précédemment que je faisais, très informatifs, très haut de funnel, par exemple, KPI marketing définition, ça, je pense que très clairement, c'est un trafic qui va chuter, très, très fort. Parce qu'en fait, les personnes qui cherchent ce genre d'informations, elles vont aller sur ChatGPT. Là où il faut être plus malin, c'est de se dire de quelles sont les recherches qui vont être potentiellement effectuées sur Google et sur lesquelles je vais pouvoir proposer du contenu qui est peut-être inédit. Je parle tout de suite là d'études, d'infographies, de contenus potentiellement vidéo qui vont être affichés en top, one sur la page, pour ranker, sur, AI Overview qui va bientôt arriver. Bref, plein d'éléments comme ça. Je pense qu'on manque de temps peut-être pour approfondir, mais c'est un sujet passionnant. Ce que je voulais vous dire, c'est que, l'humain va rester, les assistants IA vont être utilisés, mais avant de les utiliser, posez-vous la question du pourquoi. C'est un peu ce que tu disais au tout début et je pense que c'est ça la clé, malgré tout. Ouais, clairement, clairement. Et bon, bah, on voit que le sujet est inépuisable parce qu'effectivement, on avance vite, et le temps file. Et le dernier sujet dont vous voulez parler, aujourd'hui, du coup, c'est le cas d'usage un petit peu, data et IA, même si on voit qu'on a déjà creusé un petit peu, abordé un petit peu le sujet, en filigrane dans les premiers cas d'usage, avec toutes les données qu'on est capable de lui Ouais, importer pour améliorer, les résultats, en sortie. Je sais qu'Henri, toi, tu voulais parler, CRM, et ouais, on en parlait un petit peu ce matin aussi sur le cas d'usage quand on ouais. parlait, construction de la stack. Mmh mh. Eh bien, écoute, pour une fois, tu vois, je te laisse commencer. Bah, merci. Non, bah, avec grand plaisir. L'égoïste qui J'adore. commence toujours par lui-même, Non, mais bah, vas-y Henri, je suis dans des partie chaussons, CRM. tu drives, la conf, c'est parfait. Et donc du coup, ouais, ouais, c'est un super sujet. En gros, très rapidement sur des cas d'usage, la data, on sait en market, c'est clé et ça permet de personnaliser. Le point, ça va être de comprendre et comment analyser efficacement cette donnée et une fois qu'on a analysé, comment on l'actionne. C'est un autre élément qui est clé. Et en fait, il y a plein de cas d'usage. Je vais en parler que d'un que nous, on a pu utiliser chez Pledzi. C'est l'utilisation des données déjà renseignées dans, notre CRM, pour, synthétiser et aider les commerciaux à des moments qui sont clés dans le processus de vente. Ce que je veux dire, c'est que, on va avoir plein de données marketing qui remontent via notre outil Pledzi de marketing automation dans le CRM.
Une fois qu'on a ces données là dans le CRM, on va avoir aussi les emails, on va avoir les comptes rendus de call, des sales, etc., etc. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et on a été capable récemment, chez Pledzi avec des tests, de pouvoir créer ce qu'on appelle des médics. Donc en fait, c'est une grille en fait, d'analyse de la qualité d'un lead à un instant T. Est-ce que c'est quelqu'un qui est un champion? Est-ce que c'est quelqu'un qui potentiellement a un budget qui est raccord par rapport à notre offre? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un besoin urgent sous quel délai? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une expertise sur les sujets dont on va lui parler, etc., etc. Et on était capable, en quelques secondes, de pouvoir orienter et donner des recommandations aux sales en disant, mais cette personne-là, tu dois lui parler de telle manière et tu vas devoir appuyer de telle façon. On a aussi créé une sorte de petit scoring de fiabilité, en fait, et on a été capable de pouvoir bien conseiller les leads, pas du tout, les commerciaux par rapport à la qualité des leads. Et ça, c'est super cool et c'est possible aussi parce qu'on a des outils maintenant, notamment côté CRM. Je pense notamment, nous, on a utilisé Atio et on a migré de Salesforce chez Atio récemment pour cette raison-là, qui était en fait d'avoir des systèmes, des logiciels qui soient euh, euh, interopérables, donc désolé pour le mot, qui puissent communiquer avec d'autres outils et notamment les IA. Et ça, c'est très chouette. Et c'est vrai que du coup, tu vois, ces cas d'usage dans l'analyse de la donnée, c'est super important. Tu vois, d'abord, il y a des outils qui sont spécialisés sur l'enregistrement des call sales. Tu vois, Ouais. par exemple, avec je crois que c'est Mojo ou Gong qui ont ces fonctionnalités-là. Et tu vois, c'est aussi un cas d'usage qui m'a été poussé par un membre de la communauté, du coup, aussi pour qu'on puisse en parler aujourd'hui. Mais où effectivement, c'est des outils qui permettent d'enregistrer les call sales. Après tout, peut-être que ça pourrait être fait avec Gemini maintenant sur les formats. Je vois que j'ai vu Google Workspace du coup permettait d'enregistrer bon, évidemment tous les calls, mais du coup de sortir automatiquement les comptes rendus des calls avec Gemini. Et donc, en fait, on dispose d'un volume de données qui est super intéressant pour aller, j'allais dire, à la fois entraîner les sales. D'ailleurs, c'est Gong qui le propose, aller challenger, même en direct maintenant, des réponses, des questions de prospects pour aller creuser des problématiques, trouver les bonnes réponses aux calls. Et donc, dans le sales enablement, l'entraînement des sales sur les calls, c'est super intéressant d'avoir ces données-là. Mais surtout, même pour nous, côté market, pour aller récupérer les verbatim des clients, des clients et des prospects, les questions récurrentes, les objections qui reviennent, pour derrière aller alimenter la stratégie de contenu, que ce soit d'ailleurs sur le blog, sur le landing page, bref, sur des FAQ, sur tout ce qui peut arriver, et du coup arriver à aller challenger tout ça. En fait, on le voit, et on en a parlé aussi un petit peu sur la génération de contenu et le SEO. Là où moi je trouve qu'il y a un vrai potentiel, c'est sur l'analyse des gros volumes de données, Ouais. qui nous prendrait beaucoup de temps. Quand on, début d'année, dans la communauté, on a fait l'analyse des salaires, Ouais. la petite enquête sur les salaires et tout. On avait 250 ou 260 réponses à l'enquête qu'on a diffusée. Et derrière, effectivement, on fait passer ça dans le chat GPT et puis ça permet de ressentir directement les grandes tendances, Ouais. même d'aller lui dire est-ce qu'il y a des choses qui sont pas attendues en fait au final, qui sont un petit peu Complètement. originales, sur lesquelles on n'aurait pas pensé à ça. Et du coup, ça permet d'analyser des gros volumes de données très rapidement et de sortir quelques points clés qui sont exploitables. Et ça, c'est vachement intéressant. Et donc là, on le voit avec ce sujet analyse de données. Et ça pourrait marcher du coup aussi sur des sujets, du coup, Henri, je vais te laisser embrayer, mais veille Ouais. concurrentielle, Ouais, analyse de complètement. marché, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Typiquement, nous aussi, on a fait le même usage de l'IA et en fait, on fait une étude régulièrement chez Pledzi en sondant nos propres utilisateurs et externes aussi. Et en fait, on voit que ce qui prenait par exemple plusieurs semaines d'analyse et de rédaction, en fait, ça a été vachement raccourci. Et sans ça, on aurait difficilement pu le sortir récemment. Donc ça, totalement, et c'est un booster incroyable. Et tout à l'heure, je parlais de l'importance d'avoir des contenus importants avec beaucoup de valeur. Et les études, c'est un super outil pour délivrer de la valeur. Et quand on est en petits effectifs, l'IA, c'est canon pour pouvoir faire ce genre de contenu. Pour revenir sur la partie marché et études, en fait, c'est aussi un élément qui est beaucoup. On en a parlé ce matin, je crois que vous en avez parlé un petit peu avec, je ne sais plus qui était l'intervenante, mais je sais que ça m'a fait tiquer parce que je voulais en parler aujourd'hui. C'est quelque chose qui est très compliqué, qui demande beaucoup de temps, potentiellement aussi de ressources parce que les solutions préexistantes étaient très chères. Moi, j'utilise aussi pas mal Perplexity. Je vais utiliser du ChatGPT. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander de m'analyser soit un secteur d'activité précis, qui est par exemple le mien, mais également quelles sont les features clés. Et je vais lui proposer régulièrement également de m'analyser
et de me faire un comparatif entre ma solution et les solutions de mes concurrents ou les offres. On peut parler aussi d'offres. Et en fait, ça me permet tout de suite de me dire, waouh, en fait, je suis passé à côté d'un truc hyper important chez mes concurrents que j'avais pas vu jusque-là et sur lesquels il va falloir qu'on communique rapidement. Ça peut donner pas mal d'alertes. Également, ça va être des chiffres marchés. Je pense notamment à certains secteurs comme les industriels ou autres, sur lesquels on va avoir des insights qui ne sont pas toujours évidentes à aller chercher, de pouvoir les faire ressortir. Et tu l'as dit très justement tout à l'heure, attention à l'IA générative. Ça peut être également très risqué pour des raisons évidentes les chiffres sont faux. Il va fabuler, il va inventer des choses. Donc, vous pouvez lui mettre des bornes très précises et surtout bien rechallenger. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais. utiliser un outil d'IA et utiliser un autre outil d'IA générative et regarder s'il y a les mêmes informations qui ressortent. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a peut-être un loup quelque part, quoi. Ouais, et puis même de le questionner, tu vois, effectivement, bah, ça va rebondir avec la discussion qu'il y avait dans le chat, du coup, sur confronter un peu les outils d'IA, quoi. Mm. Mais d'aller le challenger, même sur ce chiffre-là. Où est-ce que tu as trouvé ce chiffre, tu vois? Ah, je suis désolé, des fois, j'ai répété, je suis désolé, celui-là, je l'ai un peu pipoté, mais je me suis basé sur ce truc-là, ce truc-là, ce truc-là, et je me suis dit, tu vois, du coup, ça pouvait recomposer à peu près ça. C'est bon, ok, pour ton honnêteté, merci pour un bonus. Mais voilà, quoi, faire attention à ça. Mais tu vois, dans l'analyse de marché, ce que tu dis, moi, je trouve ça aussi vachement intéressant dans l'idée de pousser des battle cards potentiellement pour les commerciaux, les trucs comme ça, d'aller chercher bah, tu vois, l'analyse comparative avec les concurrents, les fonctionnalités clés, les trucs que tu as qu'ils n'ont pas et vice-versa. Quoi. Et, et moi, je lui demande aussi d'aller sur type, bah, alors là, pour le logiciel, pour le coup, mais G2, Capterra, Visor, Ouais. Trustpilot, machin, et de sortir un peu quels sont les verbatims qui reviennent dans les avis positifs et quels sont les reproches que lui font les gens sur les avis clients qui reviennent. Et là, c'est pareil, du coup, ça va chercher de scraper un petit peu toutes les données et ça te permet d'aller ressortir des trucs qui sont un peu clés et ça, c'est vachement intéressant. Quoi. C'est génial et je trouve que l'usage, il peut même s'étendre sur, pas que le SaaS où, on a tendance à avoir aussi des plateformes dans la vie. Mais je pense à Glassdoor où, il y a des Mmh. plateformes en fait aussi côté RH, pour savoir, si on n'est pas sur la même thématique, sectorielle, mais, ça peut être hyper important, aussi d'aller chercher ces avis-là. Et ça concerne pas que le market, ça va concerner toute la boîte. Je pense aussi aux produits, et c'est super clé aussi d'avoir ces inputs-là. Donc, ça aussi qui est intéressant, c'est côté market. Nous, chez Plaisy, j'ai tendance à faire, parfois ça fait des bids en interne, mais je fais des pavés monstrueux comme ça dans Slack où j'explique toutes les tendances, ce que je vois sur l'IA, ce que je ressens comme étant une tendance de fond, et là où j'alerte en fait. Attention, là, il y a un truc qui est en train de se passer, on va être alerte et je vous tiens au courant, mais je pense que c'est aussi des informations qu'il faut savoir faire circuler dans une boîte au-delà juste du service market. Ouais. Et enfin, parce que le temps file, moi je voulais parler d'un dernier cas d'usage, tu vois, que j'avais trouvé super intéressant. Encore une fois, on revient un peu à ce que je disais avec la création de contenu, avec l'idée de fournir un volume de données et des guidelines pour créer des GPT personnalisés ou des agents, du coup, si on revient sur le mot. Mais dans le cadre d'onboarding ou alors de nouveaux salariés, c'est vrai que même, tu vois, j'avais fait un épisode avec Solina Vrias où on parlait de chez Conto, où on parlait de Tone of Voice aussi, où en fait, ils avaient créé cette espèce d'agence interne qui allait travailler avec les équipes sales, avec les équipes support et tout, pour s'assurer que le tone of voice était bien respecté. Ils avaient créé un grand brandbook et tout. Mais ça, en fait, c'est un truc aujourd'hui où l'IA, elle peut rendre un super service en donnant un brandbook à un GPT, en lui donnant des exemples de affaires à ne pas faire sur des emails commerciaux, des posts LinkedIn, des messages de support et tout. Ça permet d'aligner un peu le ton de la marque Ouais, au final complètement. et d'uniformiser un peu les communications. Et donc, si demain, il y a une nouvelle personne qui arrive au support et qu'elle doit répondre à des messages clients, et bah, du coup, je sais pas, elle a une question, enfin, elle ne sait pas trop comment tourner son message. Est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux pas dire ça? Boum, ChatGPT, cadrer l'usage et tout dans la façon de répondre en disant, bah voilà, si la personne, si un employé te soumet tel message, questionne-le bien sur le contexte. Si tu as surtout, tu fabules pas, tu vois, et tu te bases sur ce que tu as dans la base pour donner des correctifs ou des améliorations avec le pourquoi derrière, tu vois. Et du coup, ça permet à tout le monde, on a un outil en interne qui Ouais. permet aux sales d'aller tester le copywriting de leur message, au marketeur qui vient d'arriver d'écrire des posts LinkedIn ou un article de blog, et puis au support d'aller rédiger des messages support qui sont en accord avec le tone of voice. Quoi.
Ouais, c'est exactement ça. Moi, je suis Mmh. totalement aligné et typiquement, il y a un pain point, sales qui revient très souvent chez moi, chez nous. C'est, «Ah, tiens, c'est quelle ressource que je peux exploiter pour tel type de prospect?» En fait, je me dis: «Ah! En fait, ce serait génial effectivement, que l'adoption soit parfaite et pleine dans une boîte» et ça répond exactement à ce cas d'usage. Très cool. Écoute, merci beaucoup, Henri pour ta participation. Je ne sais pas si en conclusion alors forcément on a brossé quelques cas d'usage, j'imagine que c'est frustrant parce que, il y a 1000 trucs possibles encore mais nous c'est pour ça, on voulait essayer d'ancrer sur, la façon dont nous on l'utilise au quotidien et dont ça nous apporte Ouais, un petit peu d'utilité, sachant que j'allais pour le coup, un petit peu le message clé, en tout cas moi je voulais c'était ça, faire retomber un peu la pression, ouais. pas paniquer sur tous les outils, identifier où est-ce qu'on a dans les process des points d'achoppement, Mmh. des trucs chronophages et répétitifs et donc voir comment ça on peut gagner un peu là-dedans et déjà tester avec les LLM un peu classiques avant de C'est ça. rentrer dans des outils spécifiques. Toi Henri, il y a des choses, que tu voulais aborder en conclusion, des messages à mettre en avant? Je suis, hyper aligné. Je pense qu'il faut effectivement soulager. Là, on va avoir, un pas mal d'innovations qui vont encore continuer. Je pense notamment, on en a parlé aux assistants IA. Il y a, beaucoup de choses qui vont arriver. Ça ne vous remplacera pas, clairement, mais en fait, c'est un nouvel outil. Donc ça, il faut vraiment le percevoir comme ça. Nous aussi, on est pas mal en R&D sur, des enjeux en fait d'IA, et justement, on réfléchit l'IA de manière à ce que ça soit, au service des équipes, mais pas en remplacement. Parce qu'on est convaincu que ça ne marche pas pour l'utiliser nous-mêmes. Donc c'est ça qui va être hyper clé aussi, c'est d'aller, vous positionner et réfléchir à, comment je vois mon métier, comment il va évoluer et comment je vais m'emparer aussi, moi, professionnel du marketing, des outils que j'ai à disposition pour faire mieux mon travail, et aller plus loin, quoi. Donc ça, je suis convaincu que ça va être le cas pour tout le monde. Carrément. Bah, écoute, on va conclure là-dessus Ouais. pour cette session. Encore une fois, merci beaucoup, Henri, pour ta participation et puis ton retour d'expérience.